D'être venu aussitôt. Je vais juste vous rappeler de bien garder les mesures de protection, s'il vous plaît, c'est très important. Voilà. Alors, nous avons une séance d'atelier qui va durer 1h30, 30 minutes pour chaque personne. Il y aura des communications qui seront interactives. Voilà, je vais passer la parole au professeur Gauzi, qui va nous présenter son collègue professeur Khorazani du CHU de Rabat. Salam alaikum, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc j'ai le plaisir d'introduire notre ami le professeur Mohamed Khorazani, que vous connaissez tous, professeur d'enseignement supérieur à la faculté de médecine de Rabat. C'est le spécialiste en hémato-oncologie pédiatrique au CHOP, biologiste, en même temps ex-directeur de l'hôpital d'enfants de Rabat et c'est expert national et international en hémostase. Monsieur Khorazani, à vous la parole, en respectant le temps. Merci, Monsieur le Président. Donc, chers amis, chers collègues, c'est un plaisir d'être parmi vous. Un grand merci à toute l'APF et spécialement au comité organisateur de nous inviter pour partager ce moment hyper intéressant. Ensuite, les diapos. Je vais peut-être... Merci. Donc là, j'aurai le plaisir de partager avec vous des cas cliniques, enfin vécus dans le service, comme on les a reçus le premier jour ou comme on les a gérés. Donc alors pour le premier, c'est un petit qui est âgé de 8 mois et qui était à la suite d'une section de la luette dans la région de l'Arab. Donc je crois que tout le monde le sait, c'est une coutume qui est faite dans certaines régions du Maroc. Il fait un syndrome hémorragique. Donc il fait une hémorragie grave suite à une section de la luette et pour laquelle il a été hospitalisé dans l'hôpital régional de Knétra. Donc l'équipe a tout de suite mis en place une transfusion de sang, vu l'anémie sévère et l'état de choc. Et ils font un bilan biologique, entre autres, ils font un TCA qu'ils le trouvent allongé. Et par rapport à la constatation du TCA allongé, le syndrome hémorragique, ils le confient vers le centre, vers le CHU de Rabat. Voilà. Donc nous, quand on admet le petit, donc on le voit dans un état comme ça. Alors l'examen, donc l'enfant était choqué, un état de choc. Il y avait des mélénas du fait du sang qui était ingéré. Et du côté de la région inguinale, parce que comme c'était un tout petit bébé, il venait en état de choc, la zone où il devait prélever, où il devait piquer, c'était les régions inguinales. Mais suite à ça, donc il fait un gros hématome, donc dans la région inguinale, pardon. Donc il fait un gros hématome des deux côtés qui comprimait les deux régions. Et donc là où nous, on fait un prélèvement, on fait un paradosage d'hémostase. Et donc ça, c'est l'examen quand on a nettoyé. Donc vous voyez des deux côtés des régions inguinales, c'est l'hématome qui comprimait les deux régions. Et puis du côté de... Voilà. Et du côté là où on piquait, donc ça saignait. Donc du côté gauche, je n'ai pas le pointeur, pardon. J'essaie de pointer. Non, vous n'arrivez pas à voir le point rouge. Donc du côté, donc entre les doigts, vous voyez le point du piquet où à chaque fois il y a un saignement qui continue, on n'arrive pas à l'arrêter. Alors la conduite, c'était comment on devait gérer cette situation-là. Donc immédiatement, donc, on rappelle c'était un syndrome hémorragique, il avait un TCA allongé, un état de choc, le petit saigne, et donc quel serait le diagnostic le plus probable? On n'a pas encore reçu le résultat du laboratoire des dosages de facteurs qui étaient envoyés. Et donc l'hypothèse que nous avons mis en place immédiatement, on s'est dit que cet enfant-là devait avoir par élimination une hémophilie. Et donc, sans qu'on attende le résultat du labo des dosages de facteurs, donc on injecte du facteur 8. Donc là, on injecte du facteur 8, on donne 250 unités, qui est la dose recommandée à cet âge-là. Donc, hospitalisation, injection de concentré de facteur 8. Et là, le labo, on appelle le labo pour qu'il voit un peu quel est le taux du facteur, etc. Donc, on attend le résultat. Il nous dit, nous, quand il a fait le TCA, il le trouve corrigé. C'est-à-dire qu'il trouve 32 sur 30. On s'est dit, tant mieux, d'accord. Donc, le facteur que nous avons injecté a corrigé le TCA. Et donc, a posteriori, immédiatement, on a le diagnostic de l'hémophilie par la suite. Le dosage de facteurs, il était en cours. Pardon. Et là, c'est le résultat. Donc, juste après l'injection,
Donc ça, c'est juste après l'injection. L'hématome s'est arrêté et s'est résorbé totalement. Regarde, du côté gauche, déjà, il y a une résorption totale de l'hématome. Du côté droit, encore un peu. Et du côté gauche, le sang qui est totalement coagulé. Et pour dire que tout simplement, lorsqu'on injecte du facteur VIII chez quelqu'un qui a un hématome, bon, il y a immédiatement une vasoconstriction, enfin une rétraction du caillot qui permet d'emblée d'arrêter le saignement et permet de résoudre les choses. Et donc l'enfant a été pris en charge par la suite pour un diagnostic d'hémophilie A. Voilà. Donc c'est en fin de compte, le dosage est revenu par la suite, c'est un hémophilie A. Donc le diagnostic initial, c'était à la suite d'un syndrome hémorragique, un état de choc, et que dans cette situation, quand on n'a pas encore le diagnostic et la confirmation, donc on peut par ordre de fréquence, chez quelqu'un qui a un saignement et qui saigne beaucoup, dans la période chez le nourrisson, on a des difficultés à piquer, des difficultés à prélever, des difficultés à avoir le diagnostic de laboratoire. Parmi les hypothèses les plus fréquentes, enfin par ordre de fréquence, l'hémophilie A reste la plus fréquente entre parenthèses. Et donc l'injection des facteurs règle rapidement le problème. Le deuxième cas, alors c'est un petit de 2 ans et 3, qui est de sexe masculin, 2 ans 3 mois, qui nous a été adressé pour prise en charge d'un choc hémorragique. Donc il n'y a pas de pathologie dans la famille, il n'y a pas d'antécédent quoi que ce soit. Et la seule chose qu'on retrouvait, c'est une notion de gingivorragie à l'âge de 7 mois, suite à un traumatisme, qui a nécessité une prise en charge à l'hôpital régional de Knetra, avec carrément, qui a demandé pour l'arrêter des gingivorragies des transfusions de sang et de PFC. Donc, épisode de gingivorragie avant, qui a donné carrément une anémie sévère pour laquelle il a reçu du sang et des plasmas. Et à cette période-là, quand elle a été vue la première fois, donc les médecins ont demandé un dosage du facteur 8 et un facteur 9, et les résultats qu'ils ont obtenus, hémophilie de type B, avec un facteur 8 à 75% et un facteur 9 à 18%, et ça a été conclu en hémophilie B, et depuis le temps, on n'a pas été suivi. Donc, l'histoire pendant laquelle nous avions reçu, enfin la veille, donc à 18h, le patient il présente un traumatisme de la face interne de la lèvre inférieure, donc il saigne au niveau de la lèvre inférieure, pour laquelle il consulte à l'hôpital. Donc le médecin qui l'a vu, bon, l'enfant ne présentait pas de problème, il y avait juste la plaie qui saignait, donc il n'y avait pas d'autres soucis, il ne s'inquiétait pas. Et du coup, il prend des traitements antifibrillolytiques et puis un retour à la maison. Alors les parents ont constaté que le saignement persistait toute la nuit, donc mes punctiformes sont dérangés. Et donc, le lendemain, ils le ramènent encore. Ils le ramènent, donc quand ils arrivent à l'hôpital, donc ils arrivent aux urgences, il y avait juste le petit saignement qui n'inquiétait pas, entre guillemets. Donc, les parents ont attendu leur moment, enfin, les urgences étaient remplies, donc ils attendaient leur moment. Donc, le temps d'attente était autour de... Pardon, je n'arrive pas encore à... Oui. Alors, le temps d'attente était autour de 5 heures. Et donc, une fois qu'arrivé leur tour, quand le médecin les a reçus, il voit tout de suite qu'un enfant qui est en état de choc hémorragique. Donc, état de choc hémorragique, immédiatement, il le réfère au CHU à Rabat. Donc, nous, quand on l'admet aux urgences, c'était, je me rappelais, vers 18 heures. Donc, on reçoit un enfant qui était en état de choc hémorragique, donc avait tous les signes de l'hémorragie. Et l'examen, à côté, on trouve la plaie de la lèvre inférieure qui saignait. Et le reste, c'est l'état de choc. L'examen général montrait des ecchymoses, quelques ecchymoses au niveau des deux troncs, au niveau des membres. Et à côté, nous, on prend en charge l'enfant, donc on a mis en place, bien sûr, les mesures de réanimation, donc oxygène, voie veineuse, etc., remplissage. Et à côté, on demande aux parents, on sort tous les papiers que vous avez le parent, et dans lesquels on retrouve un document où il y avait un facteur 9 que je rappelais tout à l'heure, qui était à 18%, et qui supposait que le patient avait une hémophilie B. Bien, alors par rapport à ça, si on résume, c'est un enfant qui a une hémophilie B, il a une plaie de la lèvre inférieure qui saigne, et donc la question, comment arrêter ce saignement? Donc on a un document hémophilie B qui est là à 18%, l'examen montre la plaie qui saignait, des ecchymoses un peu partout, et l'état de choc, et puis donc la question, comment maintenant on arrête tout ça? Donc alors, facteur 9 à 18%, ça veut dire que c'est une hémophilie B mineure. Donc, question 1, est-ce qu'un hémophile avec une hémophilie B mineure peut carrément conduire suite à un saignement à un état de choc? Donc, ça, c'est la question qu'on s'est posée. Alors, ça, c'est des questions qu'on s'est posées dans l'immédiat, donc dans les fractions de secondes. Donc, on ne prenait pas, bien sûr, des heures et des heures à réfléchir. Donc, c'est en immédiat, on réfléchit et on prend en charge. La deuxième des choses, un hémophilie B, c'est-à-dire c'est l'hémostase, c'est la coagulation. Est-ce qu'un hémophilie B fait des ecchymoses? Donc, deux questions qui se posaient au même temps. Bien. Et là, donc,
Bien sûr, tout de suite, on cherche à arrêter le saignement. Bon, le premier élément pour arrêter le saignement, c'est la compression. Donc, moi, j'ai mis une compresse sur 2 doigts, j'appuie sur la lèvre inférieure avec la plaie pour arrêter le saignement. Hémostase, c'est-à-dire hémostase locale, la compression mécanique. 2, nous n'avons aucune idée sur ce patient-là, quelle serait l'origine de ça. Donc, on a remis en cause le diagnostic de l'hémophilie B qui serait à l'origine du saignement. Donc, comment on va arrêter le saignement par rapport à quelqu'un qui aurait un état de choc? Donc, dans des conditions-là, la recommandation, c'est d'utiliser ce qu'on appelle le facteur 7 recombinant. Donc, on essaie de chercher la voie exogène, donner le facteur 7 pour arrêter le saignement. Ça permet de couvrir un peu tous les déficits qu'on pouvait supposer avoir. On ne sait pas de quels déficits il s'agissait. Bien, on a retenu quand même, il avait une hémophilie B, on avait un taux de facteur à 18%, donc c'est qu'il y a certains hémophiles B mineurs peuvent saigner, donc on a donné du facteur 9. Et puis, comme on se disait que probablement il y aurait un autre déficit qu'on ne sait pas, donc on a fait du PFC. Mais ça, c'était un raisonnement du fait qu'il y avait un état de choc, un choc hémorragique, on ne pouvait pas se permettre que le saignement puisse se briser. Et à côté, n'oubliez pas que moi, j'ai toujours mon doigt appuyé sur la lèvre inférieure pour arrêter le saignement. C'est-à-dire quand j'enlève mon doigt, ça saigne. Donc la suite, on l'a stabilisé, arrêt des saignements, stabilisation hémodynamique du patient. Le saignement s'est arrêté, donc il est remonté des urgences, il est remonté dans le service pour le complément, pour le suivi. Donc, quand on fait le complément de bilan, on dose les facteurs, donc on reçoit. Alors, le TP à 100%, TCA qui était à 1,64, fibrinogène un peu bas du fait du saignement. Et là, un dosage de 8 qui est à 16%, et on reçoit le dosage de GF qui est à 100%. Donc, on n'a pas ce taux qui était à 18% de facteur 9 là. Et alors là, quel commentaire on peut faire? Est-ce que c'est l'hémophilie A? Est-ce que c'est l'hémophilie B? En fait, dans les deux sens, non. Il s'agissait d'une maladie de Willebrand. Donc, c'est un enfant qui avait une maladie de Willebrand. Donc, le commentaire, c'est que si une maladie de Willebrand, une maladie d'hémostase primaire et de la coagulation, l'hémostase primaire, c'est par rapport à ça qu'il y a les ecchymoses un peu partout. Il a un taux de facteur Willebrand qui est 1,8%. Donc, c'est un Willebrand qui est pratiquement de type 2 ou type 3. Donc, il expose un saignement sévère avec un facteur 8. Avec un facteur 8 qui est à 16%, puisque le facteur Willebrand est un transporteur de facteur 8 coagulant. Donc, c'est pourquoi il y a un risque de saignement majeur. Donc, la conclusion, ce patient avait plutôt une maladie de Willebrand. Et donc là, maintenant, il est suivi sans problème. Alors, le troisième cas, c'est une petite de 20 mois. Dans ses antécédents, c'est une notion de syndrome hémorragique sous forme d'hémorragie cutanéenne muqueuse. Donc, il fait des ecchymoses. Le reste, il n'y a aucun autre problème. Et à côté, il fait aussi des épistaxis de grande abondance. Donc, ecchymose et des épistaxis qui est des fois un système méchage, qui pour arrêter le saignement, mais ça avec des récidives fréquentes. Et surtout aussi, ça conduisait des fois même carrément à des états de choc hémorragique. Et donc, quand on l'avait admis, donc, il avait un examen qui était totalement normal, il n'y avait aucun problème, sauf bien sûr, nous avions constaté les taches échymotiques un peu partout. Et là, donc, pour résumer, donc, l'enfant de 20 mois, depuis l'âge de 8 mois, il faisait des syndromes hémorragiques sous forme de taches échymoses, des épistaxis à répétition. Et là, comment on devait gérer? Alors, on fait un hémogramme TP-TCA qui était normal, et l'hémogramme, il a une numération plaquettaire, elle est totalement normale. Donc ça pouvait, bien sûr, les premières hypothèses chez l'enfant en pédiatrie, c'est le PTI, donc là, échymose, PTI, donc mais là, le chiffre de plaquettes est normal. Le TP et le TCA est normal, donc ça nous fait penser à quoi? Ça nous fait penser à une thrombopathie, d'accord? Puisque j'ai le TCA qui est normal, donc ce qui fait le Willebrand, il est éliminé en quelque sorte entre guillemets, enfin en deuxième hypothèse. Le TP est normal, donc ce n'est pas la voie exogène, ce n'est pas la voie endogène. Le chiffre de plaquettes est normal, donc ce n'est pas un PTI, donc ce n'est pas une thrombopénie. Et donc, ce que je vais partir explorer, à quoi je vais penser, donc moi je suis dans mon cabinet, je reçois ça, je reçois ce bilan-là, donc la première des choses à quoi je pensais, ce bébé-là qui est depuis l'âge de 8 mois, fait des ecchymoses, fait des syndromes hémorragiques qui est muqueux, les hypothèses plus probables, c'est la thrombopathie. Alors, la thrombopathie, maintenant, quelle thrombopathie s'agirait? Alors, donc, voilà ce qu'on fait, la suite d'exploration. Donc, on fait ce qu'on appelle le test d'agrégation plaquettaire. Je ne sais pas pour ceux qui le connaissent ou ne le connaissent pas. Donc, pour explorer les fonctions de plaquettes, on pratique ce qu'on appelle le test d'agrégation plaquettaire. Et ça, c'est l'appareil qu'on utilise, ce qu'on appelle un agrégomètre. Donc, ça, c'est un appareil qu'aujourd'hui, à Rabat, on a dans le CHU de Rabat chez le professeur Azla. Donc, c'est un test qui permet d'explorer les fonctions des plaquettes. Laquelle des fonctions des plaquettes est anormale et qui expliquerait et qui donnerait le titre de la thrombopathie chez ce patient-là. Donc le principe, c'est qu'en fait, on prend les plaquettes, on a déjà ce qu'on appelle des agents activants, des agents agrégants, et on va avoir une courbe d'activation ou d'agrégation des plaquettes, et en fonction de la courbe, donc on va identifier laquelle des anomalies de la fonction des plaquettes est concernée. Donc la fonction des plaquettes, alors ça c'est pour rappel, donc après une lésion vasculaire, dans la plaquette qui va d'abord une vasoconstriction, la plaquette va adhérer,
Et puis l'adhésion des plaquettes se fait l'une à côté de l'autre. Cette adhésion de plaquettes se fait sous l'action d'une glycoprotéine membranaire. Et cette glycoprotéine membranaire, c'est le complexe glycoprotéique de B3A, qu'on voit en haut à gauche. Je ne sais pas le pointeur, désolé. Et c'est cette glycoprotéine qui permet la liaison des plaquettes entre elles et avec le facteur von Willebrand. Donc je reprends. C'est bon, je vais essayer d'être dans le temps. Donc voilà. Donc quand j'ai une lésion vasculaire, quand j'ai une lésion vasculaire, la plaquette va sortir, va se coller au niveau du collagène. Et une fois qu'elle se colle, il y a une activation. Les plaquettes vont amener l'une, va rappeler l'autre. Donc les plaquettes vont adhérer l'une à l'autre. Voilà, l'une à l'autre. Et toutes les plaquettes vont adhérer à la membrane sous-endothéliale par l'intermédiaire de la glycoprotéine, le glycoprotéine 1B9. Si cette glycoprotéine est absente, ça définira une thrombopathie, entre autres. Donc il y a beaucoup d'autres glycoprotéines. Donc là, les granules alpha, les granules d'os, les autres glycoprotéines membranaires. Et la glycoprotéine 1B9, sa liaison avec les plaquettes, avec le sodré, se fait par l'intermédiaire du facteur von Willebrand. Donc le facteur von Willebrand qu'on a vu tout à l'heure, donc quand on a une maladie de Willebrand, ça touche l'hémostase primaire et ça touche, donc ça fait des échymoses parce que le facteur Willebrand, c'est à ce niveau-là qu'il agit, entre le collagène et la glycoprotéine, le complexe glycoprotéine 1B9. Donc quand j'ai une thrombopathie, c'est cette protéine qui est absente, ou quand j'ai une maladie de Willebrand, c'est le facteur qui est absent. Et donc la liaison ne se fait pas, et donc j'ai une thrombopathie, j'ai une tendance au saignement. Alors voilà le profil. Lorsqu'on fait une agrégation, quand vous demandez une agrégation plaquettaire, le biologiste vous répond ça, il vous donne ces courbes. Ça, c'est la courbe normale. Donc en haut, avec les couleurs, ce sont les agents agrégants. Donc on prend les plaquettes dans un tube, on met un agent, ristocytine, collagène, ADP, et l'acide arachidonique, ce sont en fait des constitutions des plaquettes. On provoque une fonction plaquette, on provoque une agrégation plaquettaire, et il y a déjà un appareil qu'on appelle l'agrégomètre par DDP, par calcul du DDP. Il va calculer un petit peu la différence de potentiel d'agrégation et il donne des courbes. Il donne ces courbes-là. Pardon. Il va donner ces courbes. Et le biologiste va analyser le temps de latence, va analyser la pente de la courbe, la pente et puis le plateau de la courbe. Et plus, donc par exemple, là, pour l'enfant chez qui nous avions tout à l'heure, nous avons fait une agrégation plaquettaire, et ça c'est le profil de cet enfant-là, et il a une agrégation à la ristocytine qui est normale, les autres agents agrégants sont absents. Donc il s'agissait d'une thrombasthénie de Glanzmann. Donc l'enfant que nous avions vu quand on a fait l'agrégation plaquettaire, et ça signe le diagnostic de la thrombosthénie de Glanzmann, le test d'agrégation plaquettaire. Alors maintenant, on peut aller vers les recherches protéiques, etc., mais à ce niveau-là, déjà, à notre niveau, on fait le diagnostic et on peut traiter le patient. Alors comment on traite le patient? Alors, la thrombopathie, ça veut dire que c'est comme en considérant, nous avions fait une numération sur le chiffre de plaquettes, elle est normale, mais en fait, c'est un patient, on considère qu'elle a un chiffre de plaquettes qui est à 0. C'est comme si elle a une thrombopénie sévère. Donc le traitement, quand il vient pour un saignement, il faut transfuser les plaquettes. Le seul problème de la transfusion de plaquettes, soit le mieux, c'est qu'il faut qu'il ait une transfusion par des concentrés plaquettaires unitaires, c'est-à-dire ceux qui ont les membres de la famille, les KJ, parce que moi, les plaquettes, pour éviter ce qu'on appelle l'allo-immunisation dans le système antiplaquettaire, et particulièrement dans l'anticorps absent, enfin l'antigène qui est absent, c'est les glycoprotéines de B3A, ou le 1B9, par exemple, en fonction du type de thrombopathie. D'accord ? Donc, à ce moment-là, il faut faire attention à la transfusion de plaquettes. Bon, on est obligé dans notre situation de donner des concentrés standards. Et les concentrés standards exposent à l'apparition des anticorps antiplaquettes. Et à ce moment-là, les transfusions de plaquettes, parfois chez les patients, ne deviennent pas insuffisantes ou deviennent carrément, je dirais, d'aucune efficacité. D'ailleurs, nous, on a des cas dans le service où la transfusion de plaquettes, pratiquement, n'a plus aucun effet sur le patient qui vient pour un saignement. Et donc, le problème est vraiment, on se retrouve dans une impasse thérapeutique quand on commence à transfuser les plaquettes. Quelle est l'alternative aussi? C'est utiliser le facteur 7 recombinant. Donc, dans les thrombopathies, particulièrement dans le Glanzmann, c'est une indication hors AMM, c'est l'utilisation du Novo7. Donc, le Novo7 qu'on utilise chez les hémophiles avec inhibiteur dans le déficit en facteur 7, ça, ce sont les indications. L'une des indications du facteur 7 recombinant, c'est la thrombasthénie de Glanzmann. Comment le facteur 7 agit parce que le facteur 7, on se dit pourquoi, parce que c'est un facteur 7 qui est dans la voie exogène, etc. Comment il agirait au niveau de là? Il agit à ce niveau-là. Donc le facteur 7, ça c'est le schéma actualisé de l'hémostase. Donc la voie exogène, voie endogène, est un petit peu, c'est plus la même, je dirais,
manière d'expliquer la physiologie de l'hémostase. Aujourd'hui, le facteur prépondérant dans le déclenchement de la coagulation, ce qu'on appelle le facteur tissulaire, le TF, qui est celui avec le facteur 7 activé pour fabriquer les premières traces de thrombine. Et ce sont ces premières traces de thrombine qui déclenchent le cascade de la coagulation d'une manière. Donc, ce sont les premières traces de thrombine qui permettent de générer. Alors, le facteur 7, le 7 recombinant activé, il rentre en compétition avec le 7 normal, donc pour se lier au tissulaire, pour activer le 9 et pour activer le 10, pour avoir les premières traces de thrombine. Le facteur 7 aussi, il permet aussi l'activation des plaques directement en activant les granules alpha ou les granules d'os ou les glycoprotéines membranaires. Et à partir de là, il majore un peu l'activation des facteurs 2, donc pour fabriquer plus de facteurs 2, plus de thrombine. Après, c'est la phase d'amplification. Donc le facteur 7, on va le retrouver aussi à ce niveau-là parce qu'il permet un petit peu la consolidation des caillots. Et c'est à ce niveau-là que le facteur 7 recombinant permet un petit peu d'agir chez les patients qui sont thrombopathiques. Donc l'indication dans la thrombocytine de Glasman, c'est aussi ça. Voilà, je crois que j'ai encore 2 minutes, c'est bon? Donc le dernier, alors ça c'est 2 slides. Donc le torticolis chez un enfant. Un enfant quand il a un torticolis, c'est toujours un problème. Il ne faut pas le prendre comme chez l'adulte. Donc c'est un enfant âgé de 8 ans, 6 ans, qui est suivi pour hémophilie A. Donc on le connaît, suivi pour hémophilie A. Donc c'est un enfant qu'on connaît. Bien. C'est une hémophilie A qui fait pas mal de saignements dans sa vie. Donc il arrive, il consulte pour torticolis. Il arrive le soir, il arrive carrément à l'hôpital, il a un torticolis. À 6 ans, il vient pour torticolis comme ça. Et le reste, il n'y a rien. Il n'a aucun problème. Bien sûr, alors nous, la règle, un hémophile qui consulte pour n'importe quel symptôme, la règle est un 9 services où on injecte le facteur et après on explore. Ça, c'est la règle qu'on donne. C'est-à-dire, même pour un pédiatre, en cabine, etc., parce que les hémophiles, maintenant, on les retrouve un peu partout. Ils peuvent consulter en privé, ils peuvent consulter en santé publique, partout. Donc, quand ils est connu, ils consultent chez vous. Généralement, qui connaît un de médicaments dialo, il consulte pour n'importe quelle douleur abdominale, on lui injecte son produit. هو كيكون عارف. تقول له شنو عندك البرودوي ديالك شنو باش كتستعمل تيقول لك كنستعمل الدواء كتقول له شحال كتستعمل تيقول لك كنستعمل جينيرالمون ان فلاكون ولا دو فلاكون سي اون intraveineuse même si toi en tant que praticien tu n'as jamais utilisé des produits. C'est comme le diabétique, comme tout. Donc, tu as l'information. Donc, tu as le produit, tu lui injectes. Donc, la règle, on injecte le facteur. Donc, on a injecté le facteur. L'examen était normal. On n'a rien trouvé. On injecte le facteur. Puis, un torticolis, le résident a demandé, demande un scanner. Un scanner cervical et cérébral. Il reçoit le résultat. Le radiologue attend le résultat. Il reçoit ça. Il lui répond normal. D'accord? Bien. Le lendemain, en fait, l'enfant, il aggrave son état. Il fait apparaître une monoparésie du membre supérieur, puis une tétraparésie. D'accord? En fait, lorsqu'on a repris, on a récupéré le scanner que nous avions reçu, en fait, c'était la fenêtre osseuse. Donc, en fait, l'interprétation, l'analyse de l'état, le radiologue, le résident, c'est comme, en fait, le torticolis, c'est comme s'il cherchait un traumatisme cervical, ou une fracture cervicale, ou là. Et donc, lorsque, bien sûr, le scanner, c'était une fenêtre osseuse, donc il y avait toute la fenêtre osseuse normale, mais on n'a pas vu le parenchyme, on n'a pas vu la moelle, on n'a pas cherché ça. Donc, lorsqu'on a repris le lendemain, en fait, il avait un hématome intramédulaire. Je n'ai pas le pointeur, mais donc, c'est sur la... C'est la derrière. De toute façon, j'ai terminé. Voilà, c'est là. C'est l'hématome médulaire, ça. Vous voyez, il y a la moelle qui est comprimée par un hématome. D'accord? On le voit aussi ici. Donc, il avait un hématome intramédulaire qui comprimait la moelle cervicale et qui a donné carrément une tétraparésie, monoparésie puis tétraparésie juste le lendemain. Et donc, on ne fait rien, on hospitalise, traitement par voie médicale, par du facteur 8 à forte dose pendant un certain temps, et la récupération était totale et l'enfant partait très bien. Voilà. Donc, torticolis, je dis toujours chez l'enfant, c'est une urgence. D'accord, il faut chercher une cause, il ne faut pas se contenter de quelque chose de juste de banal ou l'arrêt de manachem, là. Et puis, chez les patients particulièrement qui ont des déficits ou qui ont une pathologie de l'hémostase, généralement, toujours, il y a un saignement derrière qui est à l'origine des torticolis. Voilà, et ça, c'est mon équipe dont je suis vraiment fier de faire partie. Et ça, c'est le premier patient qu'on a greffé qui est sorti intact. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Khourazemi. Votre expertise est très importante. Les cas étaient très, très intéressants.
dans cette machinerie biologique très très complexe pour nous. Vous nous avez facilité un petit peu les choses. Et surtout, vous avez mis le point sur les pièges diagnostiques. C'est très très important. C'est à ça que servent les cas cliniques. Merci beaucoup. La parole est à la salle, peut-être. Alors, le micro, il est là. Il y a 2 micros à droite et à gauche. Et voilà. Oui, en attendant que la salle réagisse. J'ai vu que dans l'observation 1 et 2, vous avez fait comme test thérapeutique. D'emblée, sans faire avoir le diagnostic, initialement, vous avez injecté le facteur 8. Dans le second, quand même, vous avez injecté le facteur 9 et le facteur 7. Sans connaître exactement l'étiologie précise. Sur quelle base? Est-ce que c'est les physiopathologies que vous avez montré, l'intérêt du facteur 7 dans la deuxième observation, ou c'est systématique, vous faites ça comme stratégie? Oui, on va dire ça, c'est lié à l'expérience et l'expertise du centre, ça c'est un. Deux, par exemple, si on fait en Occident, par exemple, si on en Europe, là, lorsque par exemple, un patient se présente aux urgences comme ça, ben, le labo il va être prélevé, le prélèvement va atterrir au labo et dans l'heure qui suit, tu as le résultat du bilan, c'est-à-dire dosage du 8, du 9, etc. Donc, ce que nous avons fait, c'est que d'abord partant de l'expérience et deuxièmement l'ordre de fréquence, etc. et du fait que nous ne recevons pas les dosages des facteurs immédiatement. Sinon, l'attitude aurait changé immédiatement. C'est-à-dire que nous, par exemple, le deuxième patient, il avait un TCR allongé. Et si j'avais le labo qui pouvait répondre dans les médias comme ce qui pouvait se faire un petit peu en Occident, donc on aurait les résultats des facteurs immédiatement, on injecterait le facteur immédiatement, le facteur correspondant. Alors, le premier, c'était comme nous avions des hypothèses qu'on ne maîtrisait pas et qu'il y avait l'urgence, donc nous avions, en fonction de la physiopathe, enfin, pour dire aussi, c'est que lorsque tu as un patient en pathologie de l'hémostase, quand tu es en urgence, enfin, tu as besoin d'avoir devant toi le patient, non pas en tant que déficit X, mais le patient en entier. C'est-à-dire en entier, quel est le type de saignement, quelle est la fréquence, quel est le tas de choc qui permet de le prendre des décisions. Mais ce n'est pas du courant, c'est au cas par cas. Merci, Monsieur le Président. Je remercie les organisateurs de nous avoir réunis et conviés à cette excellente manifestation. Je remercie le professeur Khorasani de la qualité de sa présentation qui est très intéressante. Ma question est relative aux enfants qui ont des syndromes hémorragiques. Dans votre association et dans votre pratique quotidienne, est-ce qu'il n'y a pas d'abord une enquête familiale et aussi l'intérêt du dépistage et de la prise en charge précoce? Est-ce qu'il faut qu'on attende encore que ces petits fassent le syndrome hémorragique et arrivent en catastrophe en consultation, ou bien est-ce que vous faites les enquêtes dans la famille et comment plaidoyer pour le dépistage précoce de ces pathologies? Merci. Bien sûr, oui. Alors, bien sûr. Alors, l'enquête familiale se fait à partir du moment qu'il y a un enfant qui est déclaré atteint de la maladie. Donc, si on prend par exemple un hémophile, si on prend un premier patient qui est déclenché, enfin qui est déclaré avoir une hémophilie, une thrombopathie, tout de suite on fait l'enquête chez toute la famille. Donc ça c'est un. Maintenant, en matière, je prise au passé de pathologie constitutionnelle de l'hémostase. Aujourd'hui, au niveau mondialement, on ne justifie pas le diagnostic précoce, on ne justifie pas le dépistage. Je parle très bien, j'ai bien précisé par rapport à cette pathologie de l'hémostase. Enfin, je dirais pas technique, épidémiologiquement parlant, les recommandations internationales ne recommandent pas le dépistage de masse. Donc ça, c'est pas mon choix. Oui, ça, c'est une recommandation internationale. Par rapport au dépistage ciblé, c'est-à-dire si on a une famille où il y a de l'hémophile. Exactement, c'est ça. Donc ciblé, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a un patient qui est hémophile, un enfant, bien sûr, on fait l'enquête familiale chez toute la fratrie, chez toutes les familles, chez tous les descendants, les ascendants. Ça, c'est obligatoire.